Aujourd'hui, je vais vous parler du thème de l'avarice, ces personnes communément appelées les radins ou les radines, et je vais tenter de vous expliquer un petit peu la raison de cette avarice et surtout comment l'entourage qui en souffre aussi également peut aider la personne avare. Je m'appelle Chantal Sorange, je suis psychologue, psychothérapeute à Aix-en-Provence. Mes 25 années de pratique m'ont donné envie aujourd'hui de partager avec vous à travers mon blog et diverses vidéos des thèmes liés à la psychologie. Il faut tout d'abord noter qu'il y a différents niveaux, différents degrés dans les comportements des économes pathologiques. Nous appelons les avares les économes pathologiques. Nous verrons dans cette vidéo que la personne avare, communément donc appelée radine, a certes un comportement particulier, un rapport hors norme face à l'argent, mais nous verrons aussi ce qui se cache derrière ce comportement. Et nous verrons que ces personnes sont également dans le contrôle de l'argent, mais pas uniquement. Alors, on va un peu distinguer égoïsme et avarice. Souvent, ce type de personne est perçu aussi comme égoïste par les personnes qui, elles, ne souffrent pas du trouble d'avarice. Mais en réalité, il n'en est rien. La personne dite radine est capable d'empathie, d'écoute, de compréhension et de bien d'autres choses encore si ça n'a pas de rapport avec l'argent. La personne pathologiquement économe a bien d'autres cordes à son arc afin de prouver, d'après elle, son attachement aux personnes de son entourage propre, mais aussi à ses amis, à ses collègues, etc. J'ai eu un couple en consultation, car la jeune femme ne pouvait plus supporter l'avarice de son conjoint. Au moment d'envisager de fonder une famille, elle a pris peur et lui a demandé « Soit tu te soignes, soit je te quitte ». Notons au passage le signal fort concernant son attachement affectif que lui a envoyé son conjoint en acceptant de venir avec elle ici, chez moi, à des consultations payantes. Notons aussi que, comme vu plus haut, il existe tout de même divers degrés de niveau d'avarice. Notons aussi que cet homme dont je vous parle souffrait réellement des disputes qu'engendrait son comportement. Donc sa femme souffrait de son avarice et lui souffrait des disputes causée par ça. Mais la jeune femme insistait toutefois sur la personnalité attachante de son compagnon. Elle vantait son sérieux, son côté protecteur envers elle, sa capacité d'écoute, son esprit de famille. Il la complimentait régulièrement, il accueillait toujours chaleureusement sa famille ou ses amis à elle. Il était toujours disponible pour l'aider parfois à garder quelques jours chez eux son jeune frère à elle. Elle explique même qu'il avait été un exemple de dévouement pour elle quand elle avait dû être immobilisée plusieurs semaines suite à un accident. Donc voyez bien là, cet homme-là ne se comporte pas en égoïste. C'est pour ça qu'il faut distinguer égoïsme et avarice. La personne avare a un contrôle sur l'argent et fait tout pour ne pas en dépenser, mais n'est pas forcément une personne égoïste dans le sens populaire du terme. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de l'avarice et de la personnalité obsessionnelle. Il faut savoir que souvent les personnes avares ont une personnalité obsessionnelle. Évidemment que cette personne a un comportement obsessionnel envers l'argent. Ce sont des personnes pathologiquement économes, donc leur obsession, effectivement, entre autres, c'est l'argent. Et souvent, la plupart du temps d'ailleurs, ces personnes ont un emploi stable et ne sont pas dans le besoin financier. Tout achat, même du quotidien, même de première nécessité, même tout achat modeste. Quand je dis modeste, n'oublions pas que je parle quand même des personnes qui ont un salaire tout à fait correct et des revenus corrects. Donc tout achat, même modeste, est calculé. Une personne en couple avec des enfants dont le mari gagnait très correctement sa vie, passait un temps important le matin à rechercher dans quel supermarché ce jour-là, le litre de lessive par exemple, était le mieux soldé ou dans quel supermarché cette semaine il y aurait 2 paquets de riz pour le prix d'un par exemple. Toute sortie éventuelle est contrôlée à l'avance. J'insiste encore sur le fait que ce sont des personnes qui ne sont pas dans le besoin financier et que leurs revenus ne les contraignent pas à un tel contrôle pour des achats aussi modestes. Mais ils le font parce qu'ils ne peuvent pas s'en empêcher. Souvent, l'avare donc présente une personnalité obsessionnelle.
L'argent est une obsession dans le sens où ils craignent de trop en dépenser et en même temps de ne plus en gagner assez. Il y a « j'ai peur d'en dépenser, j'ai peur que ça ne rentre pas assez ». D'ailleurs, on peut remarquer que chez ces personnes, à un moment ou à un autre dans la conversation, même lors de réunions entre amis, ils ne peuvent pas s'empêcher de parler d'argent. Ils vont par exemple, au détour de la conversation, demander à quelqu'un le prix de quelque chose, combien telle chose leur a coûté, ou alors ils vont parler eux d'un voyage ou d'une sortie qu'ils ont fait, mais en appuyant beaucoup et lourdement sur le coût de ce voyage ou de cette sortie. Ces personnes pensent régulièrement à leurs dépenses, à leur entrée d'argent. La jeune femme patiente dont je parlais précédemment me disait qu'il n'était pas rare que chez des amis ou chez la famille, son conjoint profitait d'un instant d'accalmie pour vérifier sur l'application de son téléphone si l'entrée d'argent, son salaire ou autre, ou un remboursement quelconque qu'il attendait pour ce jour-là était bien arrivé. Il ne pouvait pas attendre d'arriver à la maison. Donc sa journée, à lui, était également entachée par cette obsession de regarder l'argent. Il faut bien noter que l'avare a en fait un besoin de contrôler. Avoir un contrôle important sur l'argent leur procure le plaisir du contrôle, mais aussi les rassure. La personne pathologiquement économe est une personne fondamentalement anxieuse. C'est très important de le comprendre. L'avare est une personne fondamentalement anxieuse. La personne pathologiquement économe a besoin de contrôle. De manière générale, elles aiment et elles ont besoin de contrôler les situations et quand elles le peuvent, de contrôler aussi les autres. Contrôler quelque chose ou quelqu'un leur donne un sentiment de pouvoir et de domination. Mais aussi, ça les rassure. J'ai le contrôle de quelque chose. Je contrôle une personne, je contrôle quelque chose, je contrôle une situation, ça me rassure. Il faut savoir que ces personnes souffrent en fait de ce trouble. Elles ne vous diront pas qu'elles souffrent d'avarice. Elles ne se rendent pas compte en fait qu'elles souffrent d'une anxiété constante et généralisée. Déjà, même si elles ne s'en rendent pas compte, cette obsession occupe beaucoup de place au quotidien, dans leur tête et dans leur vie. Et il ne faut pas oublier que ces comportements sont générés par une réelle angoisse. Donc eux ne s'en rendent pas compte, mais en réalité, tout ça génère de l'angoisse. Exercer un contrôle sur l'argent, c'est exercer un contrôle sur leur angoisse. Ce sont bien sûr des angoisses liées au manque en général, affectif compris, mais ce sont aussi des angoisses plus diffuses. Ces personnes sont des personnes anxieuses et contrôler l'argent est une manière de contrôler leur angoisse. Elles ont peur de manquer en réalité, manquer d'argent, mais manquer de plein d'autres choses. Souvent, ce sont aussi des personnes très méticuleuses, appliquées. Il faut savoir aussi qu'une autre des caractéristiques des personnes avares, c'est leur autoritarisme. Souvent, elles se montrent très autoritaires et elles aiment bien décider pour elles évidemment, comme tout le monde, mais aussi décider pour les autres. Le problème, donc, vous l'aurez bien compris, c'est que souvent, généralement même, ces personnes ne sont pas conscientes de ce qui sous-tend un tel comportement. Mais elles ne viennent pas consulter. Car pourquoi elles ne viennent pas consulter? Parce que c'est un investissement financier sur plusieurs séances et que vous n'entendrez aucune personne radine se plaindre qu'elle est radine. En général, elles se disent prudentes et économes et pas du tout avares. Mais ce trait de leur personnalité occulte souvent avec le temps leurs qualités et les enferme dans une vision souvent négative des autres. Pourquoi? Parce que les autres, au final, vont retenir de ces personnes-là que ce trait très négatif de leur comportement. Alors encore une fois, il y a plusieurs degrés dans ce type de trouble. On rencontrera des personnes à des niveaux divers de leur attachement démesuré à l'argent. Certains sont quand même beaucoup moins impactés que d'autres dans cette obsession. Les conséquences d'un tel comportement, quelles sont-elles? Alors encore une fois, les conséquences de la personne avare, de son comportement, seront modulées en rapport avec le niveau, l'intensité du trouble. Mais en général, la personne dite radine est vite repérée par son entourage et étiquetée comme telle. Elle focalise donc sur elle un point de vue plutôt négatif des autres et qui va occulter tous les autres côtés positifs qu'elle peut avoir. Je fais référence au mari de la patiente dont je vous ai parlé tout à l'heure. Selon le niveau de la personne dite radine, il y aura aussi forcément différents impacts sur ses relations sociales, amicales et amoureuses. Plus le trouble est sévère,
plus la personne au fil du temps risque d'être rejetée par les autres et se retrouver isolée. Cette pathologie prend beaucoup de temps dans leur tête et dans leur vécu. Alors maintenant, pour l'entourage, comment aider ces personnes et puis comment aider l'entourage à vivre avec ces personnes? Comme dit précédemment, ces personnes ne consultent pas ou qu'exceptionnellement. Donc souvent c'est l'entourage que l'on a nous en consultation. Si le conjoint ne souffre pas de cette pathologie, il est toutefois impacté, voire parfois lourdement impacté, par l'avarice de son conjoint. Cependant, le compagnon de vie ou la compagne peut aider à atténuer un peu le trait et à rendre du coup plus supportable pour lui ou pour elle son quotidien avec la personne avare tout en l'aidant. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut pas hésiter à en parler à la personne avare. Il ne faut pas occulter ce problème. Il faut que l'entourage évoque la pénibilité pour lui, pour le conjoint, de vivre au quotidien avec la personne. Il ne faut pas hésiter à lui dire que ce trait de sa personnalité assombrit les côtés positifs de cette personne. Lui parler du malaise que cela provoque chez vous ou chez les autres, certains de ses comportements trop avares. Ne pas hésiter non plus à lui parler du malaise que cela provoque chez vous et chez les autres, certains de ses comportements. Ne pas hésiter à mettre l'accent sur le risque à terme de produire un éloignement de votre part par rapport à ces comportements. Le conjoint ou l'entourage ne doivent pas entrer dans la logique pathologique du sujet. Le conjoint ne doit pas hésiter à pointer son comportement ou ses propos exagérés. Le conjoint ou l'entourage proche peut aussi lui parler, lui démontrer le temps qu'il passe à contrôler d'une manière ou d'une autre ses dépenses. Par exemple, évoquer le temps passé à éplucher les prix du litre de lessive le matin, pour en revenir à l'exemple précédent. Le conjoint peut aussi l'aider en mettant l'accent sur la notion de plaisir, de profiter de l'instant présent. Souvent, l'avare a du mal à profiter de l'instant présent parce qu'il se rappelle combien ça lui coûte ou combien ça va lui coûter. Je vais vous citer l'exemple d'une patiente qui consultait, elle évidemment, car le contrôle de son mari sur leur budget lui était devenu insupportable et invivable. La problématique de son mari entraînait chez elle aussi de l'angoisse, un mal-être et un grand questionnement quant à l'avenir de son couple. Cette patiente, que je vais appeler Cathy, a 8 ans de moins que son mari. Ils se sont rencontrés, elle était encore étudiante et lui travaillait depuis peu, mais occupait déjà un poste de management bien rémunéré. Mais à l'époque, le statut d'étudiante de Cathy, le début de la vie professionnelle de son futur mari et le désir de la part de son époux d'investir rapidement dans un appartement à eux a fait qu'elle admettait mieux le comportement économe de son compagnon, qui à l'époque, de toute façon, était quand même un comportement économe, mais qui était amoindri par rapport à ceux qu'elle vivait quand elle est arrivée en consultation. Parce que presque 10 ans plus tard, elle arrive donc à mon cabinet. Lui a bien évolué professionnellement et financièrement, et elle occupe un poste de cadre. Ils ont acheté leur appartement, et me dit-elle que, vu leur situation professionnelle respective, ils pourraient vivre tout à fait normalement, tout en s'octroyant de temps en temps des plaisirs. Sauf que le côté devenu excessivement économe du mari est allé crescendo. Ce mari, que je vais appeler Christian, par contre, lui, savait prioriser les dépenses pour débloquer l'argent pour des plaisirs très personnels. C'est une autre forme d'avarice. Il était passionné de cyclisme. Après des mois à étudier les performances de tel ou tel vélo, il a fini par s'en acheter un nouveau vélo donc, à un prix relativement élevé. Évidemment, il n'a pas eu du plaisir dans l'acte d'achat lui-même, mais du plaisir à posséder un outil de haute qualité, l'aidant à accroître ses performances sportives. Cet achat, me dit Cathy, il pouvait largement se le permettre. Mais durant les semaines suivantes, Cathy a entendu presque en boucle le discours du coût important de ce vélo, qu'il faudrait faire attention afin de récupérer l'argent sorti, que finalement c'était certainement un achat exagéré, etc., etc. Dans cet exemple-là, il aurait fallu quasi systématiquement remettre le curseur
chaque fois sur les compétences techniques du vélo, sur la chance de Christian de pouvoir prendre désormais du plaisir avec ce vélo, etc., etc., et recadrer le fait que cet achat d'un certain prix, certes, ils pouvaient se le payer sans mettre en péril leur économie. Lorsque Cathy insistait pour partir en week-end, il trouvait toujours une bonne raison ou une bonne excuse pour choisir un hôtel le moins onéreux possible. Du coup, soit le niveau de confort ne convenait pas du tout à Cathy, soit l'hôtel se trouvait vraiment très éloigné du centre-ville ou des pistes de ski ou de la plage, etc. Après plusieurs séances, en plus de déceler, mettre à plat, comprendre certaines choses la concernant elle-même dans cette relation, ainsi que son positionnement personnel dans son couple. Donc après plusieurs séances, elle a pu mettre en place quelques techniques lui permettant de mieux gérer certains des comportements de Christian relatifs à l'argent et au contrôle de leur budget. Elle lui a mis en lumière que le choix, par exemple, qu'il faisait d'un hôtel sans trop dépenser, parce que lui trouvait que c'était futile, il lui disait par exemple « mais c'est pas grave, on y va juste pour dormir ». Elle a appris à lui expliquer que ce choix-là entachait beaucoup son plaisir à elle, mais surtout elle a appris à lui expliquer que ça entachait aussi le plaisir de son mari, car au final ils se disputaient ou elle faisait la tête la moitié du temps. Elle a fini par lui faire comprendre qu'il n'avait aucun bénéfice de ce comportement avare. Bien qu'elle lui ait dit des dizaines, voire des centaines de fois, elle a pu cette fois-ci plus calmement lui mettre en lumière qu'au vu de leurs salaires respectifs, ils pouvaient tout à fait se permettre de temps en temps un vrai week-end de plaisir et non un week-end galère pour elle. Elle a vraiment insisté sur le fait qu'en fait, du coup, il dépensait pour rien, parce que le peu qu'il dépensait, c'était de la galère pour elle, mais aussi de la galère pour lui, par ricochet. Progressivement, elle a appris à lui montrer les bénéfices qu'il pouvait lui aussi avoir à se focaliser un peu moins sur l'argent. Il faut comprendre que l'entourage peut aider à expliquer à la personne avare les bénéfices qu'ils peuvent retirer d'un comportement plus cool par rapport à l'argent. Si la personne ne comprend pas, ne voit pas l'intérêt qu'elle peut retirer à se dégager un peu de cette angoisse et de ce comportement dit pathologiquement économe, elle ne le fera pas. Il faut qu'elle envoie à l'horizon un petit bénéfice. Une autre façon de les aider est aussi de leur manifester votre propre plaisir quand vous vous apercevez que cette personne fait un effort financier pour vous ou pour le couple. Ce que vous pouvez considérer comme un petit effort est pour lui un vrai effort et un signe d'attachement à vous. Par exemple, je vais vous donner un autre exemple. Un patient, lors d'un entretien, me relatait qu'il avait été agréablement surpris car pour ses 30 ans, sa mère, qu'il qualifiait de radine extrême, avait acheté un gâteau à la pâtisserie alors qu'elle faisait toujours elle-même les desserts, estimant que les gâteaux achetés en pâtisserie, c'était du vol tellement ces gâteaux étaient chers. Mais dans un cas comme ça, par exemple, montrer votre propre plaisir sur cet effort est important pour eux et peut les aider pour la prochaine fois à aller acheter à la pâtisserie. Il faut donc les encourager, quel que soit leur âge, en leur exprimant vraiment que cet effort financier vous touche, vous, et vous fait plaisir. Ainsi, ils en retireront un bénéfice, celui d'avoir fait plaisir et d'être reconnus dans leur effort financier, etc. Une autre astuce pour les aider est de définir à l'avance un budget sortie et un budget plaisir. Appelez ça comme vous voulez. N'oublions pas qu'ils sont angoissés à l'idée de dépenser et ont besoin d'être dans le contrôle. Ils ont un besoin de contrôler. Revenons à l'exemple du jeune couple qui consultait. Il a été établi une sorte d'accord sur un budget mensuel par mois. Attention, décider ensemble. Il n'est pas question que ce soit que la personne qui décide. Donc ce budget géré à deux concernant les plaisirs du mois. Ce budget, décidé à deux, leur servait aux sorties. Cela rassure la personne souffrant de cette pathologie. Elle contrôle la somme allouée qui a été définie à l'avance, qui a été définie ensemble, mais elle la contrôle. Le but est de ne pas générer trop d'angoisse pour le sujet et lui laisser la notion de contrôle. Et il faut très souvent replacer le curseur
sur la notion du bénéfice retiré, du plaisir retiré suite à cette visite de ville, à cette expo, à ce resto, à ce ciné, peu importe. Malgré tout, il faut savoir que cela sera plus ou moins constructif en fonction du niveau d'avarice du sujet, mais aussi de son âge. Il faut savoir bien évidemment que plus le sujet souffrant de cette pathologie est jeune, plus l'entourage et le conjoint a la possibilité de réorienter autrement ce trouble. Plus le sujet est jeune, plus le conjoint et l'entourage a la possibilité de rééduquer, entre guillemets, le sujet. Il est évident qu'un sujet qui vit avec ce trouble depuis 40 ans, 50 ans, 55 ans, c'est beaucoup plus compliqué pour le nouveau compagnon ou la nouvelle compagne ou pour l'entourage de rééduquer le conjoint. Et c'est énormément difficile pour cette personne souffrant de ce trouble de s'adapter au conjoint, à la conjointe et de s'adapter à un désir de rééducation lui-même. Il faut savoir aussi que malgré tous vos efforts, vous ne pourrez pas toujours éviter les remarques du genre « oui, c'était bien cette expo, mais vu le tarif, je m'attendais à mieux » ou encore « tu es sûr ou tu es sûr que tu veux un dessert ?» Ce genre de remarques. Il faut savoir que selon le palier du trouble, vous ne pourrez pas toujours l'éviter. Plus la personne prendra conscience des bénéfices psychologiques qu'elle tire de lâcher prise, plus elle sera encline à le réitérer. Mais n'oublions pas que dans ces cas de figure, le sujet ne consulte pas ou qu'exceptionnellement. Du coup, toutes ces astuces peuvent bien sûr contribuer à aider la personne à lâcher prise un peu dans quelques circonstances. Mais cela sert aussi et beaucoup le conjoint pour voir en fait s'il peut, avec ces petites astuces, ces petites techniques, vivre avec cette personne et en être lui-même moins affecté, ou s'il ne peut pas. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère surtout qu'elle vous aura emmené quelques pistes de réflexion. Bien entendu, n'hésitez pas à me contacter. Je me ferai un plaisir de vous aider sur une durée qui sera la vôtre concernant votre problématique. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube.